Alors la présentation suivante va être donnée par Warren Joanneau, donc qui est doctorant actuellement en deuxième année de thèse au Labri et qui est rattaché également donc à la société Lectra pour une présentation donc sur la segmentation d'instances de vêtements et les métriques d'évaluation associées. Donc on part sur 25 minutes et puis on va se garder 5 minutes pour les questions. La parole est à vous. C'est parfait. Bonjour, merci. Donc comme il a été dit, je m'appelle Warren Joanneau. Je suis doctorant et je commence tout juste ma deuxième année de thèse CIFRE, donc à Lectra côté entreprise et au Labri côté laboratoire. Ma thèse porte sur la caractérisation de vêtements dans des images, mais aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de travaux que j'ai pu conduire lors de ma première année autour de la segmentation d'instances. Et donc, dans un premier temps, je vais exposer un peu le contexte en vous présentant Lectra et en précisant la problématique de mes travaux. Puis, je formaliserai le problème dans une deuxième étape. En troisième point, je vous présenterai des résultats et je présenterai 3 métriques en particulier. Et enfin, on ira voir les travaux que j'ai en cours. Et donc, Lectra est une entreprise qui propose des solutions pour les industries qui manipulent des matériaux souples. Donc, Lectra propose un écosystème qui répond au maximum des besoins de ses clients, de la conception d'un produit jusqu'à la découpe. On s'arrête aux coutures. Cet écosystème est composé de machines et de logiciels qui répondent aux besoins de 3 grands secteurs industriels qui sont l'habillement, l'automobile et l'ameublement. Donc mes travaux s'intègrent directement dans la partie logicielle de nos offres sur l'habillement. Et donc on peut simplement, de façon assez simple, différencier 4 grandes catégories dans la vie d'un produit de nos clients. Sur chacune de ces phases, Lectra propose différentes solutions, mais j'aimerais aujourd'hui vous parler plus précisément de 2 d'entre elles qui pourraient directement bénéficier de mes travaux. Alors la première est Reviews, qui est une solution qui permet l'analyse de concurrence en fournissant des données sur les offres des marques de la mode. Ces données peuvent être par exemple l'organisation des collections ou le pricing de produits. La deuxième solution est CubixLink, qui permet le travail collaboratif sur des documents. Ces documents peuvent être de différentes natures selon la configuration du logiciel. Donc 2 exemples en configuration PLM, donc Product Lifecycle Manager. CubixLink permet une gestion des produits. En configuration DAM, donc Digital Asset Manager, CubixLink permet de centraliser le référencement et l'accès aux données numériques d'un client. Si on se penche un peu plus sur cette image, qui est une image commerciale qui essaie de dépeindre comment nos clients peuvent travailler sur la conception d'une collection, on peut s'apercevoir que l'image, et principalement les images de vêtements, sont omniprésentes. Dans ce deuxième exemple, qui est une utilisatrice en train de concevoir un produit, là aussi, il y a des images de vêtements un peu partout. Et donc, nos clients sont amenés à manipuler des images de différents types. Alors tout d'abord, des images de matière, donc textile, des zooms sur des parties d'un vêtement, des images prises dans la nature dans différentes conditions, des images de vêtements non portés, des images d'inspiration pour la conception, mais aussi des images prises par des professionnels, donc des images de qualité studio. Mes travaux portent directement sur les images qui contiennent des vêtements. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de caractériser ces images. Par caractérisation, j'entends une description des vêtements qui sont contenus. Donc les éléments qu'on voudrait être capable de décrire sont le type du vêtement, la couleur dominante, le motif du tissu, entre autres. Et donc on souhaite obtenir ces descriptions pour but principal de permettre l'indexation automatique des images pour la recherche de contenu dans des moteurs de recherche. À l'heure actuelle, dans notre solution CubixLink, quand un utilisateur dépose une image, il doit y associer un mot-clé manuellement. Et donc si on prend l'exemple d'une image qui contient un t-shirt, mais que l'utilisateur n'y associe pas le mot-clé t-shirt, si par la suite il fait une recherche sur les t-shirts, cette image n'apparaîtra pas dans le résultat de la recherche. Et donc on s'aperçoit qu'automatiser cette étape a 2 buts principaux, qui sont la complétude de la description
et le gain de temps proposé pour la saisie de ces mots-clés, ou au moins simplifier la saisie de ces mots-clés. Donc maintenant, on va essayer de formaliser un peu mieux le problème, de regarder les données qui sont disponibles, les méthodes état de l'art dans la littérature, et enfin, comment évaluer ces méthodes. Donc, apposer un mot-clé sur une image, s'apparente à un problème de classification, où le but est d'associer une étiquette à une image. Cependant, dans notre cas, il y a plusieurs difficultés. La première est qu'on souhaite associer des étiquettes de même type. Et le deuxième, c'est que ces étiquettes, dans le cas de la classification, sont associées à l'image dans sa globalité. Et donc une formalisation qui serait peut-être un peu plus adaptée serait la segmentation sémantique, où chacun des labels est associé à une zone en particulier dans l'image. On peut le voir comme une classification au niveau des pixels de l'image. On associe une étiquette à chacun des pixels. Dans ce cas-là aussi, plusieurs difficultés apparaissent. L'exemple que j'ai choisi est un exemple où on n'en aperçoit que pour un même label, le label chemisier, il y a plusieurs entités. Et donc, on va essayer de formaliser le problème d'une façon un peu différente pour être capable de différencier ces entités. Donc, différencier les instances des entités. Donc, le cas de la détection, où notre but est de retrouver une sous-image qui ne contient qu'une seule instance. Et sur cette image-là, cette sous-image, on va y associer encore une fois une étiquette. L'autre possibilité, c'est la segmentation d'instances, où notre but est de retrouver tous les masques des instances. On entend par un masque l'ensemble des pixels qui constituent un vêtement, pour notre cas. Et donc, sur ces masques-là, on va aussi attribuer des étiquettes. C'est cette dernière formalisation qui nous intéresse tout particulièrement. En effet, l'intérêt est double. Le premier étant qu'on est capable de différencier tous les vêtements dans l'image, mais aussi on obtient une localisation extrêmement fine des vêtements dans l'image. Et ça peut nous permettre de les caractériser par d'autres méthodes, d'autres algorithmes par la suite. En termes de données, on a plusieurs contraintes. Déjà, on aimerait se mettre sous le cas d'un apprentissage supervisé. Et donc, en apprentissage supervisé, on a besoin de donner des exemples lors de l'apprentissage. Par exemple, j'entends des images associées aux masques des vêtements qu'ils contiennent. Et par la suite, ces masques-là, je les appellerai vérité terrain. On a besoin d'un grand nombre de ces exemples-là. Lié à notre cas d'utilisation, on a besoin que les images soient prises dans différentes conditions de prise de vue. 3 corpus se distinguent avec ces caractéristiques-là. Le premier étant DeepFashion 2, qui reprend l'intégralité de nos critères et qui propose en plus d'être le corpus qui contient à l'heure actuelle le plus d'images et de masques associés. Modanet, qui contient un peu moins d'images, mais qui a pour grand intérêt de nous proposer la vérité terrain, donc les masques, des chaussures et des accessoires, en plus des vêtements. Et enfin, Immatérialiste, qui est un corpus qui propose d'avoir une sous-segmentation hiérarchique, c'est-à-dire que pour un masque d'un vêtement pour une chemise, imagine le cas d'une chemise, on va être capable de localiser précisément les cols, les bras, ce genre d'informations. Et donc mes premiers travaux se sont tournés sur l'utilisation du corpus DeepFashion 2 et les résultats que je présenterai ont été obtenus après entraînement de modèles sur ce corpus. Donc en termes de méthodes, je vous propose d'observer les méthodes principales de ces dernières années sous la forme d'une frise chronologique. On peut s'apercevoir de 2 informations que j'ai fait figurer. La première est que la détection et la segmentation apparaissent de façon successive. C'est parce que la segmentation d'instances est une amélioration des méthodologies mises en place par la détection. La deuxième chose que j'ai fait figurer, c'est qu'on a 2 branches. La première en 2 étapes, où le but va être d'extraire des régions d'intérêt dans l'image, et sur chacune de ces régions, essayer de retrouver l'objet qui est contenu. Cependant, cette étape est assez lourde dans l'architecture, elle demande un grand temps de calcul, et donc le deuxième type de méthodologie essaie de s'abstraire de cette extraction de régions en utilisant des grilles fixes, la même pour toutes les images. Et donc ce type de méthodologie a pour intérêt de grandement diminuer les temps de calcul, cependant c'est au détriment de la qualité des résultats. Donc mes expérimentations se sont portées sur les 4 méthodes que j'ai entourées là.
dont 3 sont issus directement de MaskRCNN, car MaskRCNN était une méthode qui a déjà été utilisée pour évaluer, qui a déjà été évaluée dans la littérature sur le corpus diffation2. Et donc on voulait voir les améliorations récentes. Et à l'époque, les méthodes issues des single shots n'étaient pas encore assez matures. Donc on a parlé de modèles, maintenant on veut être capable d'évaluer si nos modèles répondent correctement à la tâche, et donc pour ce faire on a besoin de métriques. Une métrique, c'est une mesure ou un protocole de mesure qui vise à sanctionner la capacité d'un modèle à répondre à une tâche. Ces métriques sont utiles pendant toute la vie d'un modèle, de sa conception, pour vérifier que l'apprentissage se passe bien, mais par exemple pour sélectionner une méthode si l'on en a plusieurs, et enfin en production pour évaluer la dérive de nos modèles, vérifier que le comportement et la précision de nos modèles restent cohérentes dans le temps. Cette évaluation peut se faire de façon subjective, donc en passant par l'intermédiaire d'un observateur externe qui va évaluer la méthode. Dans le cas objectif, on essaye d'automatiser le calcul des métriques. En évaluation objective, cela peut se faire au niveau global, donc en remettant en contexte notre méthode dans un système et en évaluant ce système. Dans notre cas, cela reviendrait à évaluer la caractérisation des vêtements selon la méthode de segmentation choisie. Enfin, dans le cas local, on évalue directement la méthode, donc directement la segmentation d'instances. Dans l'évaluation analytique, on va essayer d'évaluer comment fonctionne la méthode. Et donc dans le cas des réseaux de neurones, cela peut être assez compliqué dû à leur effet boîte noire. Et donc quand on parle de métriques analytiques dans le cas des réseaux de neurones, on parle le plus souvent d'indicateurs de complexité, donc le nombre de paramètres par exemple, ou alors le temps d'inférence de prédiction et le temps d'entraînement. Pour l'évaluation empirique, on va réaliser des expérimentations, obtenir des résultats et évaluer ces résultats. Dans le cas supervisé, on va comparer ces résultats à une vérité terrain, obtenir une mesure de distance ou de similarité. Dans le cas non supervisé, on va se concentrer que sur les résultats et on peut mesurer par exemple une mesure d'homogénéité de nos résultats. Les 3 métriques que je présenterai par la suite sont issues du domaine de l'évaluation supervisée. Donc on va pouvoir regarder des premiers résultats que j'ai obtenus. Donc après entraînement des 4 modèles, donc déjà ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il n'y a que 8 images dans cet exemple-là, et que pour autant on est un peu submergé par l'information, et ça nous demanderait beaucoup de temps de regarder en détail chacun des masques. Et donc on comprend tout l'intérêt de passer par le calcul de métriques de façon automatique. Donc on reviendra sur cette diapo-là par la suite. Mais tout d'abord, je pense qu'il peut être intéressant de voir quelle est la métrique la plus utilisée ces derniers temps pour évaluer la segmentation d'instances. Et donc cette métrique, c'est la MAP. La MAP est une métrique qui permet de comparer plusieurs prédictions à un corpus, donc à plusieurs vérités terrain. Le but va être de déterminer des masques prédits comme étant des vrais ou des faux positifs, et on détermine l'absence de masques prédits comme des faux négatifs. Et donc, pour discriminer les vrais des faux positifs, on va utiliser l'indice de Jacquard. Donc, dans mes diapos et dans la suite de ma présentation, Y correspond au masque de vérité terrain et Y chapeau au masque prédit. Donc, l'indice de Jacquard fonctionne en faisant l'intersection sur l'union des masques. Si cet indice est supérieur à un certain paramètre, on considère que notre masque prédit est un vrai positif, sinon c'est un faux positif. Et ce paramètre-là rentre directement dans le nom de la métrique. Donc en MAP50, on parle d'un paramètre fixé à 0,5. En MAP75, un autre exemple, on parle d'un paramètre fixé à 0,75. Et donc toute cette métrique en fait va reposer sur l'indice de Jacquard, sur notre capacité à discriminer les vrais des faux positifs. Or, l'indice de Jacquard a quelques limites en termes d'interprétabilité des résultats. C'est-à-dire que pour un même indice de Jacquard, on ne va pas savoir exactement quel type d'erreur on a sur ce masque prédit. Pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai généré à la main 4 masques, et on peut s'apercevoir que bien que visuellement différents, leur indice de Jacquard est relativement similaire par rapport à la vérité terrain.
En MAP50, ces 4 masques-là auraient été considérés comme des vrais positifs. Et donc notre but va être essayer de déterminer plusieurs axes d'évaluation qui va nous permettre d'interpréter au mieux les prédictions et savoir quels sont les cas d'erreur, quelles sont les pistes d'amélioration précisément sur nos masques. Donc le premier axe est une évaluation plutôt en termes d'ensemble, donc en conservant l'indice de Jacquard. Regardez globalement comment est notre précision sur les masques. Puis un axe d'évaluation plus précisément sur le contour, donc les pixels qui constituent le contour. Et enfin, un axe d'évaluation sur le contenu, donc la couleur contenue au sein des masques. Donc la métrique que j'ai décidé d'utiliser pour le contour, pour évaluer le contour, c'est la Bandari-Jacquard, qui est une mesure de similarité entre deux contours. Et le but va être de déterminer des pixels du contour comme étant des vrais positifs. Donc pour ça, j'ai une petite animation. Les pixels gris correspondent au contour du masque prédit et les pixels rouges au contour du masque de vérité terrain. Donc s'il est possible peut-être d'appuyer, c'est une vidéo. Pardon, ouais, j'aurais peut-être dû prévenir avant. C'est pour simplifier la compréhension. Donc sur l'image, c'est une vidéo. Il faut revenir en arrière. Ouais. Faut passer la souris sur l'image. Il n'y a pas de souris. Ok, et donc là, voilà, lancer l'animation. Et donc, pour déterminer les pixels de vrais positifs, on va parcourir tous les pixels du contour prédit, récupérer le pixel du masque de vérité terrain le plus proche, calculer une distance, et si cette distance est inférieure à un paramètre, on considère alors que le pixel est un vrai positif. Réciproquement, de façon analogue, on fait la même démarche avec les pixels de la vérité terrain. Ok, donc ça c'est bon. Pour évaluer le contenu, j'utilise la distance de Wasserstein. Donc c'est une distance entre des distributions. Donc les distributions que j'ai décidé d'utiliser, ce sont les histogrammes des nuances de gris contenues dans les masques. Pourquoi les nuances de gris? Car pour le calcul de la Wasserstein 1 distance, avec des données en 1 dimension, on a une simplification plutôt élégante qui revient à faire la somme des normes des différences de tous les couples des histogrammes cumulés. Et donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'indices de similarité. Ici, on parle de distance. Pour la cohérence des résultats et mieux comprendre les résultats par la suite, je vous propose de la transformer en mesure de similarité. Donc si on prend la courbe bleue, qui représente toutes les distances possibles, on va faire une normalisation non linéaire, donc la courbe verte, puis faire 1 moins cette normalisation pour obtenir la courbe rouge, qui est la mesure de similarité. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'on a bien, plus la distance augmente, plus la similarité diminue. Donc maintenant, reprenant notre exemple précédent et en calculant les métriques, on peut s'apercevoir maintenant qu'on est capable de distinguer sur cet exemple-là tous les cas d'erreur. Et typiquement, si je vous aurais donné que les métriques, normalement, en réfléchissant un petit peu, vous auriez été capable de retrouver les masques qui correspondaient à ces métriques. Donc là, c'est des résultats bruts que j'ai pu obtenir après une époque. Donc une époque d'entraînement, c'est-à-dire que chacun de mes modèles a vu les données une seule fois. Ces résultats sont peut-être indigestes, donc je vous propose d'aller les regarder un peu plus en détail avec des figures. Donc tout d'abord, en termes de métriques analytiques, on peut voir le temps d'entraînement et on s'aperçoit que l'hybride Cascade est assez lourd comparé aux autres méthodes et demande plus de 15 heures pour entraîner sur une époque. Et en temps d'inférence, c'est pareil, on passe du simple au double. Par contre, en termes d'MAP, donc métriques supervisées, on s'aperçoit que nos modèles sont relativement équivalents. Et si on devait quand même choisir des modèles, on hésiterait entre Hybrid Task Cascade et Mask Scoring RCNN.
Donc maintenant, la distribution du calcul des similarités dont je vous ai parlé, donc l'indice de Jacquard, la bande d'Éry-Jacquard et la similarité issue de la distance de Wasserstein, on peut s'apercevoir de la même chose, c'est que globalement, nos modèles nous fournissent les mêmes résultats. On peut cependant, en termes de contours, s'apercevoir que Mask Scoring RCNN a l'air de fournir des résultats un peu moins bien. Et donc ces tendances-là pourraient être renforcées en entraînant plus longtemps nos modèles. En observant les violin plots, par contre, on peut s'apercevoir qu'en termes de contenu, a priori, nos modèles sont assez bons pour retrouver le contenu des masques, et donc a priori ça pourrait nous permettre de correctement caractériser les vêtements. Par contre en termes de contours c'est moins bien, et donc si notre but, si on avait un cas d'utilisation qui serait d'exposer visuellement les masques prédits à un client, il faudrait peut-être améliorer les résultats avant. Donc maintenant, on peut retourner sur les exemples d'images que vous trouvez ici. Et on peut observer ce phénomène sur le contour, sur le fait que le contour n'est pas très précis. En prenant par exemple l'image 3, sur le t-shirt à manches longues, on peut s'apercevoir qu'en effet, tous les modèles ont eu du mal à retrouver la manche. On peut prendre aussi l'image 6, donc une robe blanche, où tous les modèles ont eu du mal à retrouver l'intégralité des pixels de la robe, et Mask Scoring RCNN a même pas été capable de retrouver la robe. Donc pour vous parler un petit peu des travaux que j'ai en cours, donc on est actuellement en train de discuter en interne pour constituer notre propre corpus de données synthétiques afin d'améliorer les résultats sur les contours. Donc on utiliserait notre solution de conception assistée par ordinateur qui permet, grâce à un module 3D, de visualiser des patrons de vêtements en 3 dimensions. Ce module-là pourrait nous permettre de générer potentiellement des quantités infinies de données. Et donc pour finir de vous convaincre sur l'intérêt d'utiliser la segmentation d'instance pour caractériser des vêtements, je vais vous parler de travaux que j'ai en cours où je définis un modèle qui va être capable d'attribuer un label type et motif sur une image. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est considérer le masque comme une requête. Et donc si on donne par exemple le masque de la jupe, le modèle va nous fournir le label jupe et motif uni. Si on conserve la même image et le même modèle, mais en changeant le masque, cette fois-ci, le modèle va nous donner t-shirt et motif uni. Les premiers résultats sont vraiment encourageants, et donc je poursuis les travaux sur ces problématiques-là. Un autre exemple est sur l'extraction automatique de la couleur dominante. Donc je vous ai fait figurer l'histogramme 3D de toutes les couleurs qui sont contenues dans cette image. Si on prend une discrétisation plus grossière, on est capable d'extraire la couleur dominante. Et pour cet exemple-là, on s'aperçoit que la couleur, c'est une couleur qu'on a l'impression qui appartient au fond. Si maintenant on vient prendre que les pixels de notre masque, l'extraction de couleur, cette fois-ci, nous donne une couleur qui a l'air de ressembler à la couleur du vêtement. Alors là, il y a plusieurs difficultés. C'est pas si simple, c'est pas si trivial. La première est que nos clients dans le domaine de la mode ont besoin d'avoir une très grande précision sur les couleurs. La deuxième problématique sont liées à des conditions d'éclairage. On a un problème avec les ombres, typiquement, et la couleur de la lumière. Donc un petit schéma qui résume toute la présentation que je viens de vous faire, et je vous remercie de m'avoir écouté, et donc on va pouvoir passer aux questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci Warren, c'était très, très clair. Oui, alors il y a une première question. Vous utilisez quel framework pour l'entraînement des modèles ? Alors le framework utilisé pour les 4 modèles de segmentation ici, c'est PyTorch. Et on utilise une bibliothèque qui permettent de modifier ces architectures-là. Donc ces 4 architectures, ils les ont déjà implémentées, et on peut modifier un peu les paramètres, et cette bibliothèque-là s'appelle MM Detection.
Alors, on a encore 3 minutes pour d'autres questions, n'hésitez pas. J'avais peut-être une question sur la partie couleur du coup. Vous disiez qu'il y avait une difficulté à trouver la bonne couleur en fonction de l'éclairage, effectivement. Est-ce que vos clients parfois ont une base de couleur et il faut retrouver dans leur base de couleur la couleur la plus proche finalement? C'est exactement ça la problématique. En fait, ce qu'on aimerait être capable de faire, c'est retrouver une couleur et cette couleur l'associer à une nomenclature chez nos clients. Et donc, il existe différentes nomenclatures. Nos clients peuvent être amenés à travailler avec des couleurs Pantone, je ne sais pas si ça vous parle, ou Munsell, ou des couleurs de ce type-là. Et donc, vraiment, notre problématique va être essayer de retrouver le Pantone associé. Et donc, il y a des vraies difficultés. Et juste pour revenir sur les frameworks, pour la partie caractérisation, j'utilise aussi TensorFlow et Keras. Donc là, pas la segmentation, la partie caractérisation. D'accord. Et alors si on revient plus sur votre partie thèse, donc c'est une thèse que vous avez menée au Labri, enfin que vous menez au Labri, vous en êtes où et quel est le planning un peu là, pour la fin de la thèse? Ça fait un an, j'ai commencé le 13 janvier l'année dernière, donc tout juste un an, je suis à un mois de ma deuxième année, donc pour l'instant toujours en cours, et la première partie se consacrait vraiment sur la segmentation, et là on attaque la caractérisation. Donc, et une bibliographie qui est, en ce moment c'est des sujets qui sont très exploités, donc du coup c'est pas évident de faire une bibliographie, je pense. Oui. Par exemple, là j'ai fait figurer un certain nombre de méthodes de segmentation d'instances et de détection, mais c'est vraiment l'essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la dernière CVPR, donc c'est la plus grande conférence en computer vision, on parle de plusieurs dizaines de papiers sur la segmentation. Donc faire le tri, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de méthodes. Se tenir à jour aussi. Pour faire le tri. Alors il y a une autre question, c'est votre méthode de contour n'a-t-elle pas des temps de calcul particulièrement longs pour des images en haute définition? C'est super comme question, merci beaucoup. Donc, si on essaie de faire la complexité, on a un certain nombre de points de contour, on a un certain nombre de masques, et donc on se dit qu'on a une complexité, le nombre de points de contour fois le nombre de points dans le masque. Et en fait, on s'aperçoit qu'assez intuitivement, on peut simplifier tout ça avec une optimisation en utilisant des opérateurs morphologiques, c'est-à-dire qu'on va calculer l'intersection du contour avec le masque, agrandir le masque de 1 en distance, refaire l'intersection, agrandir le masque encore d'un, calculer l'intersection, et donc on obtient progressivement tous les points qui sont à distance 0, à distance 1, à distance 2, jusqu'à notre paramètre. Et donc notre paramètre est la borne maximale en temps de calcul. Donc c'est une optimisation plutôt pas mal, oui. Donc c'est pas trop lourd. D'accord. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation suivante. Bonne continuation pour cette fin de thèse. Et à très bientôt pour d'autres événements. On revient dans 30 secondes pour la présentation suivante.